J'essaie de parler de la santé telle que j'ai travaillé. Voilà. Ce que je vous propose, je reviens à ma phrase, c'est d'essayer de réfléchir à la question de la santé en s'interrogeant d'une part sur qu'est-ce qu'elle représente, comment on la définit dans le temps, comment on situe les problèmes physiologiques, entre autres, qu'elle pose, et psychologiques aujourd'hui, et m'interroger une fois que cette donnée assez matérielle, physiologique, assez concrète est posée, quelles questions ça pose qui pourrait avoir une dimension philosophique, c'est-à-dire le sens, la morale, la sagesse, etc. Une fois encore, je ne définis pas très volontairement la philosophie, tout simplement parce que c'est assez différent selon les opinions, c'est différent dans le temps. La philosophie telle qu'on l'entend chez Descartes n'est pas la philosophie telle qu'on l'entend aujourd'hui. Mais en revanche, on peut s'entendre. Oui, ça, on peut s'entendre. Sur des notions de morale, sur des notions de sens de la vie, sur des questions de sagesse, oui, on peut s'entendre. Et donc, je me répète, je vais essayer de prendre 3 exemples dans le temps. 3 exemples. En m'interrogeant, sur qu'est-ce que c'est que physiquement cette santé? Et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on en fait? Et dans ce qu'on en fait, ça concerne quand même la philosophie, le sens, la sagesse, le mode de vie, la manière dont on éprouve, je dirais, les valeurs, etc. Voilà. Voilà mon projet. Alors, comme l'a dit M. Vinci, comment vous dire? J'ai tendance personnellement à échapper un peu aux normes de la façon dont on travaille l'histoire. Les normes, c'est quoi aujourd'hui? Les normes, c'est d'avoir une période. Vous voyez, on travaille sur, je sais pas, on est 17e, voilà, mes amis. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont médiévistes. Bon, moi, ce que j'essaie de faire, c'est un peu plus compliqué et par certains côtés un peu plus risqué. J'essaie de traverser le temps. Et je pense que c'est lié à mon travail en philo. C'est-à-dire qu'en philo, on s'autorise de travailler sur la pensée de Platon en même temps que l'on travaille sur Merleau-Ponty, vous voyez. Et je pense que c'est ça qui est resté dans ma démarche. C'est-à-dire que je m'interroge autant sur le Moyen-Âge que sur aujourd'hui. Et voilà ce que je vais faire. Je vais prendre 3 exemples. 1. Qu'est-ce que c'est que la santé? Exemple majeur à la Renaissance. Comment on l'envisage? Comment on la voit? Qu'est-ce qu'on en fait? Deuxième exemple, en sautant, en faisant un gap dans le temps, qu'est-ce qu'on fait de la santé au moment où la société se transforme radicalement, devient la société industrielle? Les usines, les flux, les circulations, les villes surchargées, etc. Deuxième exemple. Troisième exemple, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, évidemment, en prenant en compte, entre autres, la question du Covid. Voilà ce que je voudrais faire. J'en viens du coup à la Renaissance. Et à la Renaissance, on ne peut pas ignorer les repères qui sont centraux concernant le corps et concernant les pratiques. Et je suis très sensible à ce qu'a dit M. Vinci sur les pratiques, on ne peut pas ignorer que les repères centraux, contrairement à ce que l'on peut imaginer de façon vulgaire, si vous voulez, dans la pensée commune, ce sont les humeurs, c'est le liquide. C'est le liquide qui l'emporte à la Renaissance. Alors, grande tradition qui vient de l'Antiquité, à partir en particulier de Galien, grande tradition qui vient du Moyen-Âge, mais ce sont les liquides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image que l'on se fait du corps, moi je travaille beaucoup sur la notion de représentation. Vous voyez, comment on se représente le corps? Comment il fonctionne? Les repères centraux, ce sont des repères aqueux, comme on dit. C'est-à-dire, quand vous êtes malade, on voit bien que soit la maladie est très grave et le sang reflue, et vous devenez d'une pâleur terrible, soit vous avez de la fièvre et ça bouillonne à l'intérieur de vous, quand vous avez une blessure, ça saigne. Vous voyez, les parties importantes, ce sont des parties liquides. Alors c'est vrai que si on rentre dans les détails, c'est des détails infinis, c'est d'une complexité folle si vous rentrez dans les détails. Parce que vous avez 4 liquides. Très bien. Vous avez le sang, le flegme, la colère et la mélancolie. 4 liquides. Alors la mélancolie, c'est terreux, etc. Le flegme, c'est plutôt de l'eau. Bon, très bien. Mais en même temps, vous avez 4 périodes de l'année. Le printemps, l'hiver, l'automne, etc. Et chacun correspond à un de ces liquides-là. Et puis vous avez 4 âges de la vie. L'enfance, la jeunesse, la virilité, la vieillesse. Et la vieillesse, c'est au moment où le liquide se fait de plus en plus absent, se dessèche. C'est la terre, vous voyez, la mélancolie. Donc, si vous voulez obéir aux critères de santé, vous êtes obligé de croiser à la fois aussi bien au printemps,
si je suis sanguin, il ne faut pas trop qu'il y ait de liquide. Donc, il faut que je puisse évacuer. Si, au contraire, je suis en hiver, il faut que je fasse venir le liquide, etc. Vous voyez les complications folles. Si vous croisez les 4 données, on n'en finit pas. En revanche, les comportements les plus banals, ce sont ceux qui consistent à dire il ne faut pas qu'il y ait trop de liquide dans le corps, pour deux raisons. D'abord parce que c'est de la lourdeur, ensuite parce que ça peut se décomposer. Et donc, il faut avoir 2 types de précautions. 1, manger de façon épurée pour que les liquides ne se décomposent pas. Et 2, pouvoir les évacuer. Donc les grands repères, c'est absorption, évacuation. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que ce qui se passe à la Renaissance, très curieusement, et vous allez comprendre immédiatement le rapport possible avec la philo, ce qui se passe à la Renaissance, c'est pas, comment vous dire, de changer de repère. Au XVIe siècle, Rabelais, il continue d'avoir un imaginaire de l'eau, Montaigne aussi, etc. Très bien. Mais ce qui se passe à la Renaissance, c'est autre chose. C'est que les individus commencent à considérer qu'ils ne sont plus a priori dépendants de quoi? Des astres, des climats, et qui peuvent se commander eux-mêmes. Ça entraîne 2 choses fondamentales que l'on oublie. Entre parenthèses, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de travailler sur les petits auteurs, pas forcément sur les grands. Vous voyez, les auteurs d'hygiène, etc. Bon, des auteurs relativement peu connus, médecins. Bon, alors, donc, ce qui se passe, c'est l'idée selon laquelle, 1, je peux avoir mon propre régime. Je ne dépends plus forcément du climat, je ne dépends plus forcément de mon âge, je peux trouver ce qui me convient. Idée gigantesque, chacun peut être le médecin de lui-même. Qu'est-ce que ça entraîne, ça? Une idée d'immense libération. D'immense libération. C'est moi qui me commande. Je ne suis plus dépendant de l'ambiance, de l'air, je ne suis plus dépendant de ce que je mange, c'est à moi qui dois trouver. Vous voyez. Et donc, qu'est-ce qui se passe à la Renaissance? Une immense invention que vous trouvez chez Montaigne, le sujet. Le sujet qui devient plus important qu'il ne l'était. Donc à travers l'hygiène, vous voyez, à travers l'hygiène, c'est ça qui m'intéresse beaucoup à l'histoire, moi. À travers l'hygiène qui semble un comportement complètement secondaire, complètement périphérique, complètement marginal, vous arrivez à dire quelque chose qui est central, à savoir, je décide. Je suis le médecin de moi-même. Montaigne dit ça, mais ce n'est pas le seul. D'autres auteurs dont je vais parler plus précisément dans un instant le disent aussi, et le disent encore mieux que Montaigne. Et il y a une deuxième idée, qui est tout aussi importante et à la limite davantage. C'est que l'image qui passe par le climat, qui passe par l'ambiance extérieure, elle passe aussi par le zodiaque. Et à ce moment-là, vous avez une image au moment du Moyen-Âge selon laquelle, si vous êtes né chez les Gémeaux, vous devez obéir à tel et tel type de contraintes. Vous devez, les Gémeaux, c'est l'été, donc attention, la chaleur, il faut compenser, etc. Si vous êtes né au contraire chez les Béliers, c'est plutôt l'hiver. Bon, vous voyez, du coup, il y a bien à la fois une dépendance, non seulement, c'est très important ça, non seulement de ce que j'appellerais, moi, les saisons et les climats, mais il y a une dépendance des astres qui passent et qui m'influent. Et qu'est-ce qui se passe à la Renaissance? Certains auteurs vont commencer à dire, les astres inclinent, mais n'obligent pas. Et donc, du coup, vous avez à la fois cette idée selon laquelle je suis le médecin de moi-même, et l'idée selon laquelle je ne dépends plus de la fusion avec le monde. Mon corps fonctionne en dehors de cette fusion. C'est une idée magistrale et première, fondamentale, centrale, qui change complètement les repères traditionnels et qui instaure une nouvelle façon de se représenter son corps et de se représenter son individu. Quelqu'un comme Descartes, lorsque Descartes dit le corps c'est une machine, il s'est complètement défait des repères selon lesquels le corps il est influencé par des forces occultes, par des forces qui viennent d'en haut, par des forces qui nous obligent en traversant les corps. Non, le corps il a sa mécanique à lui, c'est une immense invention. Vous voyez, donc du coup, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire que la santé, c'est rechercher un équilibre des humeurs, apparemment lié très directement à du concret, de la physiologie, du matériel, quelque chose qui n'a rien à voir avec le sens, qui n'a rien à voir avec la valeur, qui n'a rien à voir avec la philo. Et puis en fait, non,
La santé, c'est se défaire d'influences qui jusque-là étaient considérées comme fondamentales et s'en prendre uniquement à sa propre liberté, à sa propre décision. Ce qui est un changement que je trouve personnellement considérable. Alors, il y a une autre question que l'on peut se poser, j'en terminerai là-dessus avec la Renaissance, il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est et le collectif dans tout ça? Et le collectif? Alors, effectivement, là aussi, il y a quelque chose qui est très important, qui va changer, à mon avis, avec le temps. Le collectif, concernant la santé, ça relève de manière prioritaire de ce que j'appellerais, moi, les institutions religieuses. C'est-à-dire, oui, l'institution religieuse, se recevoir, il y a les hôpitaux qui reçoivent les vagabonds, les mendiants, etc., et qui se dévouent pour eux. Donc il y a bien un rapport là qui crée une sorte d'instance morale pour soutenir un collectif. Donc vous voyez, on a un autre versant, cette fois, qui est un versant moral. Deuxième exemple concernant le problème collectif, c'est que l'initiative collective ne part pas seulement de l'institution religieuse, elle peut aussi partir de l'institution, appelons-la laïque, la ville, même si la laïcité n'a rien à voir à la Renaissance avec la laïcité d'aujourd'hui. Elle peut partir de la ville comment? Ben, la ville, en cas d'infection, Covid, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va payer des parfumeurs, parce qu'on considère que si on parfume les gens, on va désinfecter leurs propres dangers. Ou la ville, elle peut payer le fait de mettre des bois au milieu de la rue et de faire brûler des bois d'aloès en particulier pour que l'odeur circule. Donc vous voyez, il y a des initiatives qui sont à la fois des initiatives, appelons-les publiques, au sens où c'est les échevins qui décident, et d'initiatives religieuses, au sens où ce sont les institutions qui décident. Donc on voit bien, j'en terminerai avec la Renaissance là-dessus, on voit bien que, un, immense conquête de liberté, et deux, initiatives collectives qui sont des initiatives morales, mais où domine, ne nous y trompons pas, parce que les choses vont changer, où domine l'initiative religieuse. On pourrait continuer et s'interroger sur le XVIIe, sur le XVIIIe, mais je ne veux pas à la fois être trop long et je ne veux pas être trop complexe. Mais il y a simplement une image au XVIIe que je trouve importante, la simple, hein, c'est le fait que le pouvoir se centralise de plus en plus avec la société moderne. Hein, et le pouvoir est très centralisé dans l'univers de Louis XIV en France, par exemple. Et le pouvoir décide, ça c'est très curieux et remarquable, d'envoyer des boîtes de remèdes. Lorsqu'il y a une épizootie, par exemple, dans telle région, ou lorsqu'il y a une contagion dans telle région. Donc là, on voit bien qu'il y a une initiative qui est prise par le pouvoir pour protéger sa population. Extrêmement important. Vous n'avez pas à la Renaissance. Là, vous voyez, ce que je voudrais monter concernant la santé, c'est que les problèmes à la fois s'approfondissent, se croisent, se compliquent, et en définitive montre que la notion elle-même est une notion qui, pour dire les choses vite et mal, s'enrichit considérablement. Alors, on pourrait parler du XVIIIe, je ne le ferai pas, mais je voudrais vous parler comme du XIXe. Qu'est-ce qui se passe au XIXe siècle? Révolution française. C'est-à-dire que le pays, dans une certaine mesure, passe par des élans qui ne sont pas totalement achevés, qui se mettront beaucoup de temps à s'achever, mais passent par des élans démocratiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les individus se sentent davantage responsables d'eux-mêmes et davantage responsables vis-à-vis des autres. Ils montent une société, ils construisent une société où quelque chose commence à exister qui est quand même de la prise en compte de l'autre, d'une forme de solidarité, etc. Et l'État, pour la première fois, non plus l'institution religieuse, mais l'État, pour la première fois, se sent responsable vis-à-vis de sa population. D'où des démarches qui étaient embryonnaires auparavant. Il y a une démarche de ce genre au XVIIIe, mais elle est embryonnaire. Qu'est-ce que c'est ces démarches? Enquête, pour savoir quelle est la durée de vie, pour savoir quels sont les lieux de mortalité les plus importants, pour savoir si certains métiers sont plus dangereux que d'autres. Considérables les enquêtes, en particulier celle de Danville, considérables les enquêtes du début du XIXe. Vous voyez que là, on entre dans une nouvelle perspective qui est la prise en compte en quelque sorte de l'État qui devient, pour employer le mot de Rosan Vallon qui est très juste, qui devient un État hygiéniste. C'est-à-dire que l'État prend en charge les dangers de façon à les surmonter.
Autre exemple concernant cette démarche, qui est quand même assez magistrale, si vous voulez. L'État invente des conseils de salubrité, des conseils de santé. On crée à Paris un conseil de santé avec X médecins, X administrateurs, pour essayer de voir quelles sont, par exemple, les industries qui sont dangereuses, pour essayer de voir quels sont, par exemple, les lieux qui sont les plus inquiétants. Je pense en particulier, mais c'est une enquête qui commence à la fin du XVIIIe, pour voir comment certaines, la rivière, la Bièvre, la rivière de Paris, crée des lieux de contamination possible parce que l'eau ne circule pas suffisamment bien, l'eau se dégrade, etc. Donc vous commencez à avoir des ingénieurs envoyés par l'État pour essayer de résoudre des questions qui deviennent, quel est le mot, qui deviennent des questions d'hygiène publique, qui deviennent des questions de santé publique. Alors que jusque-là, ce type de mot avec l'adjectif n'existait pas. Voyez. Et on voit bien que la prise en charge par l'État entraîne une exigence, disons, morale, qui auparavant n'était absolument pas présente ou était présente sous une forme relativement discrète, comme le montrent très bien les boîtes de remèdes dont je viens de parler. Alors ça, c'est ce dont je viens de parler concernant le 19e, c'est ce qui est le plus frappant, si vous voulez, ce qui est surgi comme ça, les conseils qui se créent. Il y a un autre type de conseil encore, restons là-dessus un instant, parce que ça renvoie au problème d'aujourd'hui. Il y a un autre conseil encore qui s'appelle les conseils de vaccination. Alors pourquoi? Parce que c'est long à expliquer, je vais essayer d'être bref, et je vais essayer d'être le plus précis possible. C'est au 18e que les choses commencent. Concernant la variole, l'empirie, la pratique quotidienne montre que ceux qui ont été contaminés par la variole ne le sont plus, ils ne le sont pas deux fois. Alors aujourd'hui on dit ils ont des modes de défense intérieure, etc. Là la raison on ne la connaît pas. Donc on invente au 18e cette pratique qui s'appelle l'inoculation. J'oublie pas que mon problème, c'est le 19, mais je vous parle encore un petit peu du 18. On va l'inoculation qui consiste, pratique terrible, qui consiste à inscrire dans le creux du bras, ou plutôt dans le creux de la jambe, un bouton de varielleux, avec l'idée sur laquelle, si l'individu est en bonne santé, si ça se passe dans des lieux relativement sains, s'il y a de l'air qui circule, etc., il va avoir une maladie, mais elle ne sera pas très grave. Bon. Voilà le 18. Je pourrais parler encore longtemps là-dessus parce que ça entraîne aussi, vous voyez, est-ce qu'on va faire des vaccinations collectives ou pas? Les Français ne le font pas. Les Anglais inventent ça. Les Anglais inventent des inoculations collectives, responsabilité de l'État, on inocule les militaires, etc. Donc là, il y a un geste quand même important. Mais n'insistons pas. Et puis il y a aussi le fait qu'on s'inocule pour montrer aux autres, Louis XVI va se faire inoculer en 1776, etc. Passons. Qu'est-ce qui se passe au 19e? C'est la chose suivante. Quelqu'un comme Jenner, un Anglais, lui découvre que l'on peut éviter de provoquer la variole tout en vaccinant les gens. Pourquoi? Il se rend compte, alors très vite, disons ça très vite, il se rend compte que les fermiers qui traient les vaches en Angleterre peuvent avoir une maladie qui n'est pas grave, qui crée une petite fièvre, et qui s'appelle le cowpox, maladie de la vache, si vous voulez. Très bien. Mais, que voit Jenner? Il voit que ceux qui ont eu ce type de maladie n'ont jamais la variole. Vous voyez, ça renvoie à l'inoculation, mais sur un mode qui devient celui du vaccin, à savoir le fait que l'on inscrit dans le corps de quelqu'un une substance qui n'est pas dangereuse. Et en même temps, on le protège. C'est terrible, le fait de rentrer dans le corps de quelqu'un. Oui, c'est les problèmes d'aujourd'hui. Rentrer dans le corps de quelqu'un, c'est quand même énorme. Oui, mais il n'y a pas de danger. Alors, qu'est-ce qui se passe du coup au 19e? On va inventer des conseils de vaccination pour qu'ils puissent vacciner à grande échelle. Et ça, c'est une idée totalement nouvelle et une idée protectrice de la part de l'État. Avec difficulté majeure, qui paie? Quels sont les médecins que l'on va sélectionner? Comment vont-ils fonctionner? Bref, réponse, je ne vous le cache pas, très difficile. L'État du début du 19e n'a pas l'organisation de l'État d'aujourd'hui. Donc les grands problèmes, c'est on ne peut pas payer les médecins. Donc on va leur donner des médailles, etc. La Légion d'honneur. Bon, bref. Mais ce qui compte, c'est ce geste premier qui fait que
l'État prend en charge, en quelque sorte. Vous voyez, ça c'est fort, hein, prend en charge le danger auquel la population semble confrontée. Un mot sur ce que je voulais dire concernant les initiatives étatiques. Venons-en maintenant à un autre changement qui est tout aussi important, mais qui porte sur un autre objet au 19e. C'est que le corps commence à être vu autrement. Vous voyez, le corps de la Renaissance, c'est un corps fait d'humeur. Le corps du 19e, c'est plus un corps fait d'humeur, plus du tout. C'est un corps complètement différent. Et c'est ça qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire que comment on se représente le corps, comment on imagine son fonctionnement? Complètement différemment. Quelqu'un comme Lavoisier, en 1778, quand il se rend compte, vous voyez, là, je passe sur l'individu, là, hein. J'étais sur le collectif, je passe sur l'individu. Lavoisier, en 1778, quand il se rend compte que, au fond, les individus absorbent un certain gaz, qu'il va appeler oxygène, et restituent quelque chose qui est notre gaz, qui va s'appeler du gaz carbonique. Autrement dit, Lavoisier va dire, mais le corps, c'est un brûleur. Ce qui se passe dans une cheminée, c'est ce qui se passe dans un corps. Continuons. Non seulement c'est ce qui se passe dans un corps, mais en plus, les machines à vapeur nous montrent que la chaleur a des effets mécaniques. La chaleur, elle permet, en faisant bouger les pistons, de faire avancer la machine. Or, le corps, c'est peut-être pareil, dit Lavoisier. C'est peut-être pareil. Et à ce moment-là, ça change tout. L'intérêt porté sur les humeurs, ça s'efface en partie, pas totalement, mais ça s'efface en partie. Quel est notre intérêt? C'est l'air, l'oxygène, les aliments. Il faut utiliser des aliments qui soient combustifs, dit Liebig. Vous voyez, des auteurs qui sont importants et pas toujours très forts. L'aliment, l'air, la poitrine, dégager la poitrine. S'intéresser, alors là, le collectif ressurgit, s'intéresser à l'éducation des enfants en déployant les poitrines. La mode va tirer les revers sans fin pour que c'est ça la poitrine qui se déploie, etc. Donc c'est un autre repère. Et l'individu, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il s'interroge autrement sur sa santé. Il pratique autrement la manière de s'entretenir. D'où l'attention à l'exercice, l'attention à certaines nourritures qui sont combustives, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'attention à l'air, ouvrir les fenêtres, ne pas avoir de contamination, je dirais, de promiscuité trop grande. On va calculer aussi l'espace, le volume pour les élèves. Et se croise ici à la fois un intérêt individuel sur soi et un intérêt collectif. Une sagesse individuelle, je n'abandonne pas complètement la philo, une sagesse individuelle qui consiste à essayer de gérer son propre comportement quotidien au mieux, et une sagesse collective qui consiste à protéger aussi au mieux. Donc voilà le passage, si vous voulez, entre les préoccupations individuelles et les préoccupations collectives. Et on peut aller très vite sur le 19e en me contentant peut-être de dire cela. Hein, mais en revanche, moi, ce que je voudrais surtout souligner, c'est quand même qu'on est face à un nouveau type d'État, si vous voulez. Vous voyez, on est face à un nouveau mode de penser la responsabilité collective et d'attribuer cette responsabilité aux instances étatiques, ce qui n'était pas exactement le cas auparavant. Alors, je suis allé très vite. Vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez tout à l'heure. J'ajouterai peut-être, et ça nous concerne, que je suis très centré sur la responsabilité de l'État, hein, et ça nous concerne, c'est que non seulement cet État du 19e, il essaie de résoudre des questions qui portent sur, au fond, la santé de la population, mais cet État du 19e commence à se poser des questions qui compliquent la notion de santé. Je vous prends un exemple, et ça c'est très profond, et ça va avoir des effets dont nous sommes, je trouve, aujourd'hui encore les enfants. Exemple. Cet État va se poser la question des violences. Est-ce qu'il ne faudrait pas arriver à mieux gérer les violences? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire en sorte que les parents soient plus prudents à l'égard des enfants? Et donc vous commencez à voir émerger, tard dans le 19e, mais c'est présent, sous-jacent, à voir émerger des interdits. C'est-à-dire que si les parents sont violents, si on voit que la violence est présente sur le corps des enfants, la conséquence, c'est qu'on va retirer
l'autorité parentale à l'égard des parents. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui court insensiblement dans le 19e, qui n'aboutit qu'à une loi en 1889, mais qui est présente déjà dans, je dirais, la jurisprudence, l'accusation à l'égard des parents, etc. Deuxième exemple. Il y en a trois. Deuxième exemple. Alors que la tradition veut que les enfants travaillent tôt dans leur vie, alors que cette tradition est accentuée au 19e avec l'usine, avec la possibilité de recruter des enfants très jeunes, ou les mines, si vous voulez. Les mines, c'est terrible. Hein, je fais une parenthèse sur les mines. Moi, je suis halluciné quand je dis ça. Les mines, il faut des enfants parce qu'ils peuvent passer dans les parties les plus étroites, etc. Bon, ça m'hallucine quand je le lis. Mais surtout, le travail à une usine, c'est pas forcément un travail lourd, c'est pas forcément un travail compliqué, c'est un travail qui, dans certains cas, je pense, entre autres, lorsque le centre, c'est les fils, le tissage, etc., les mains délicates des enfants peuvent être importantes. Vous avez des recrutements à 5 ans, même, j'en ai vu à 4 ans. Et vous avez des recrutements incroyables, hein, où on oblige, pour éviter que l'enfant ne tombe, on lui met par exemple des bottes en fer, vous voyez, pour qu'il ne s'exhibe pas. Je vois dans vos yeux que vous ne me croyez pas. Mais je vous le garantis, ça se trouve absolument dans les textes. Voyez. Donc, 19e, qu'est-ce qui se passe? La prise de conscience que c'est plus possible d'imposer de telles contraintes. Et que ces contraintes, ça aboutit évidemment au fait que la santé se détériore. Et ça aboutit beaucoup plus à une notion nouvelle au 19e. Mais ce que j'adore, c'est que ça se complexifie progressivement. Ça aboutit à une notion nouvelle qui est celle de dépérissement. Ces enfants vont être atteints, ils vont être dégradés, et leurs enfants le seront encore davantage. D'où le mot de dépérissement qui apparaît dans cette, en gros, fin de la première moitié du 19e. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit à une loi. C'est une loi, 1841, qui va interdire de recruter des enfants en deçà de 9 ans. Ça aboutit aussi à quoi? Ça aboutit à des enquêtes. Vous voyez, l'opération étatique, enquête extraordinaire dans les années 35, qui va aboutir à un texte majeur en 40 de Louis-René Villermé, qui est en quelque sorte missionné par l'Académie des sciences morales et politiques pour faire le tour de la France et voir quels sont les problèmes que pose physiquement le travail de l'ensemble, mais en particulier des enfants. D'où ce texte que je considère comme majeur, en 2 volumes, qui s'appelle « Tableau physique et moral des ouvriers en France, etc. » Avec, bien sûr, quelque chose qui ne va pas forcément s'appliquer du jour au lendemain, mais qui tiendra en compte la difficulté de vie dans l'usine, interrogation sur les heures de travail, interrogation sur les trajets, interrogation sur les logements, etc., etc. Le troisième exemple que je veux donner, c'est un exemple sur lequel j'avais travaillé quand j'avais écrit, malheureusement ça ne me rajeunit pas, quand j'avais écrit une histoire du viol. Je m'étais rendu compte que, je ne vais pas être long là-dessus, mais c'est quand même très parlant, et ça nous renvoie aux questions d'aujourd'hui. Je m'étais rendu compte que, au fond, dans les périodes anciennes, avant la Révolution française, la seule violence qui était prise en compte, c'était même pas celle de la notion de viol. C'était une notion, vous allez voir, je vais revenir à l'enfance, je n'ai pas perdu mon fil, hein, mais c'était une notion qui renvoyait à ce que les auteurs appelaient le rapt. Et ils distinguaient, ces auteurs, 1770-80, ils distinguaient le rapt de violence et le rapt de séduction. Ils n'utilisaient pas le mot viol. Donc il n'y avait pas de grade. Il n'y avait pas de grade dans l'intensité de la violence condamnée. Ils appelaient rapt de violence ce que nous appelons aujourd'hui viol, c'est-à-dire faire un acte de violence sur quelqu'un d'autre en transgressant son intégrité sexuelle. Et ils appelaient rapt de séduction, ce qui va disparaître évidemment, et qui consiste à séduire quelqu'un pour l'emmener X, Y. Mais la séduction renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de l'adhésion, de la passion, de la décision, si vous voulez. D'où ces hommes et ces femmes des années 1780 considéraient, oui, ça fait 2 problèmes, hein, considéraient que le rapt de séduction, c'est plus grave. Parce que la violence, on l'oublie. Voilà dans les textes. Bon, donc ça fait 2 questions. 1. La seule violence envisagée, c'est la violence du viol, sans intermédiaire. Et 2, la gravité, c'est la séduction. Or, à partir de la Révolution française, tombe cette idée
de séduction. C'est-à-dire qu'on considère que les individus sont autonomes et que c'est eux qui décident, et que ce n'est pas leur père, leur tuteur, leur frère, etc. Donc, la question de la séduction tombe. Reste la question de la violence. Et ce qu'invente, et je trouve que ça c'est assez magistral, si vous voulez, ce qu'invente le Code pénal de 1792, c'est 91, c'est de distinguer ce que l'on peut appeler viol et ce que l'on peut appeler attentat aux mœurs, attentat à la pudeur, attentat à la pudeur. Et donc l'attentat à la pudeur, ce n'est pas un acte de pénétration, mais c'est un acte d'agression avec une référence sexuelle sur l'individu. Donc on gradue, si je peux dire, excusez-moi, on gradue l'intensité. Continuons. 1791, très bien. Mais ce qui est pris en compte, c'est la violence. Or, est-ce que la violence, c'est uniquement un acte physique? Vous voyez? Et là, vous commencez à voir des textes, et la santé est derrière, évidemment. La santé est à l'arrière-plan. Vous commencez à avoir des textes qui ne sont pas des textes de loi, qui sont des textes de commentaires, de juristes qui disent, mais enfin, bon, il n'a pas eu, le monsieur, un acte de violence physique. Mais quand même, il a exercé une pression sur l'enfant pour que l'enfant consente. C'est la première fois qu'on pose ces questions. La première fois, dans les années 20 du 19e. Et ça aboutit finalement à ce que la loi se transforme en 1832, après décision de la Chambre des députés, la loi votée, elle se transforme de deux manières. D'une part, il existe des attentats aux mœurs sans violence, mais qui deviennent violents parce que l'enfant n'est pas en mesure de consentir. Moins de 11 ans. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Je n'entre pas dans les questions d'aujourd'hui. Mais vous voyez que là, nous assistons à la façon dont on complexifie la notion de santé en prenant en compte le fait qu'il y a quelque chose dans les gestes qui peut détruire l'intégrité de l'enfant. Ce n'est pas aussi savant que ça dans les textes du 19e. Ce n'est pas aussi précis. Ce n'est pas des gens qui sont sensibles à ce qui est devenu la psychologie, à ce qu'elle deviendra au 20e. Mais ce sont quand même des gens qui disent il y a un geste qui détruit l'équilibre et l'intégrité. Et donc la santé, c'est bien complexifié. Elle passe de données qui sont physiques à des données qui commencent à être psychologiques, morales, même si le mot psychologie n'est utilisé que de façon extrêmement prudente. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur le 19e. Si j'en viens maintenant à la question contemporaine, eh bien, je crois que c'est là encore, les changements sont extrêmement, comment vous dire, massifs. Les changements sont extrêmement forts. D'abord, le corps n'est plus vu de la même manière. Le corps s'est complexifié. Bon, n'entrons pas encore dans les questions publiques. Restons un instant sur les questions individuelles. Le corps s'est complexifié. Vous voyez bien que quand vous allez acheter un produit, on va vous dire ça correspond à tant de calories. Donc la question énergétique n'a pas disparu. Et puis je trouve que la question des humeurs n'a pas complètement disparu, éliminée. Au fond, quand vous êtes en surpoids, bah, vous avez un peu trop d'épaisseur, il faut que ça s'efface. Mais il faut que ça s'efface sur un mode qui rappelle en quelque sorte la manière dont les humeurs étaient traitées pour qu'elles disparaissent, pour qu'elles sortent, pour qu'elles fuient. Voyez, ça, c'est la deuxième remarque qui me paraît importante et qui souligne la manière dont le corps est vu aussi autrement. Puis vous avez une troisième donnée concernant l'imaginaire du corps. C'est un imaginaire qui prend beaucoup plus en compte ce que j'appellerais rapidement et de manière caricaturale les questions nerveuses, les questions de tension, les questions de crispation, les questions de codage intérieur, les cellules qui se répondent, qui s'écoutent, etc. Au fond, c'est un corps numérisé. Donc ça fait trois, quand même, types de corps, à quoi s'ajoute aussi peut-être la chimie des hormones, la chimie des infections, etc. Bon, bref. Non seulement la définition de la santé est en train de croiser des modèles différents, mais s'ajoute, et vous le savez aussi bien, sinon mieux que moi, s'ajoute au XXe cette définition nouvelle de l'OMS qui prend en compte, cette fois, non plus seulement les données physiques, elles étaient présentes. La donnée psychologique était, je dirais, sous-jacente. Mais l'OMS
l'Organisation mondiale de la santé va prendre la dimension psychologique de manière beaucoup plus explicite. Je lis, la santé est un état complet de bien-être physique, moral et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie et d'infirmité. Voilà, ça c'est fondamental, parce que ça renvoie à des préoccupations qui portent sur le psychisme, sur les traumas, sur les effets à long terme, etc. C'est qui me paraît personnellement absolument central. Mais ça ajoute même une autre idée encore, qui complexifie encore la notion de santé, très sensible à mes yeux aujourd'hui, c'est la notion non plus seulement de bien-être, mais la notion de mieux-être. C'est-à-dire qu'au fond, vous devez, vous voyez, et ça renvoie à un nouveau type de sagesse, vous devez en permanence tenter d'optimiser ce que vous êtes en mesure de faire. Vous devez être en mesure d'aller au-delà de ce qui vous est donné. Autrement dit, la santé n'est plus simplement quelque chose que vous possédez, mais c'est quelque chose qui est installé sur une flèche qui vous fait avancer, qui vous fait projeter plus, mieux, d'améliorer, d'aller plus loin, etc. Et du coup, je trouve que, en ce qui concerne l'individu, vous voyez, autant au 19e, on essaie de résoudre les questions d'énergétique, on essaie de trouver des façons d'accroître sa possibilité combustive, etc. Autant là, ça se complique. Il faut à la fois être détendu, il faut être cool, il ne faut pas de crispation psychologique, il faut en même temps s'écouter, parce que si on ne s'écoute pas, on laisse échapper des choses qui peuvent être inquiétantes ou dangereuses, il faut viser plus loin, etc. Et puis, à mon avis, on retrouve sur un mode suraccentué l'invention de la Renaissance, il faut affirmer soi-même, il faut s'affirmer en tant que tel, il faut s'affirmer en tant qu'individu autonome. Et ça, je trouve que c'est très fort aujourd'hui, à un point tel que, quand vous lisez des auteurs comme Canguilhem, je ne vous demande pas de lire Canguilhem, mais quand vous lisez des auteurs comme Canguilhem, qui a fait une thèse magnifique qui s'appelle Le normal et le pathologique, Canguilhem est quelqu'un qui va vous dire, mais après tout, les critères de santé peuvent être différents d'un individu à l'autre. Donc vous pouvez vous-même essayer de promouvoir votre propre santé, ce qui est très neuf aujourd'hui, ce qui entraîne une forme d'autonomie encore plus forte que celle dont je parlais lorsque j'évoquais la Renaissance. Ça entraîne des conséquences très importantes que nous avions évoquées dans l'échange que j'ai eu avec M. Vinci. Et cette complexité, on peut la présenter de la façon suivante. Et je pense que ça va entraîner chez vous un certain nombre de questions. Moi, je suis très frappé par ça, en tout cas. Quelle est cette complexité ? Si je suis totalement autonome, et si je suis de plus en plus autonome, cette fameuse publicité que tout le monde connaît, parce que je le vaux bien. Si je le vaux bien, c'est que, je dirais, de manière directe, j'ai autorité sûre. Si je le vaux bien, je peux décider à ce qui me concerne. Et du coup, vous avez des textes qui sont très étonnants, et qui sont... Je vous les donne, je fume, je veux qu'on me fiche la paix, c'est clair et net. Or, chacun sait que la fumée, ça peut perturber les autres. Donc vous commencez à avoir des positions qui sont celles consistantes à revendiquer une autonomie de manière très curieuse, parce que cette autonomie, elle risque de compromettre en quelque sorte l'autonomie. Mais le moi est si fort qu'il n'écoute pas cette possible compromission. Je suis très frappé par ces textes, d'ailleurs, personnellement. Je ne vous cache pas que c'est ce que dit très bien dans un livre récent Elisabeth Roudinesco, livre qu'elle intitule « Le moi comme un roi ». C'est très important aujourd'hui, ça. Alors, ne me faites pas dire que j'apprécie ça, que je suis d'accord, etc. Mais c'est vrai que ça aboutit, à mon avis, à des comportements que l'on voit sous nos yeux. Et qui sont, pourquoi le masque après tout? Pourquoi on m'embête à mettre le masque? Vous voyez? Ou pourquoi me faire vacciner? Pourquoi? Bon. Et il y a un exemple sur lequel je voudrais rester encore un instant, et qui est extraordinairement parlant, et qui montre que finalement, au bout du compte, les individus se soumettent. C'est celui de la ceinture de sécurité. Vous n'avez pas connu l'apparition de la ceinture de sécurité, parce que vous avez la chance d'être extrêmement jeune. Personnellement, comme j'appartiens au 19e siècle, j'ai connu la ceinture de sécurité. Et je ne vous cache pas que lorsqu'il y a eu des règles disant si vous n'avez pas de ceinture de sécurité, vous allez avoir une contravention. Moi j'écoute des gens qui disent mais ils sont fous. Pourquoi mais l'espace de l'automobile c'est à moi. Pourquoi ils rentrent dans l'espace automobile, voyez? Et il faut réfléchir à la question de la santé comme étant aussi une question que j'ai évoquée mais que je n'ai pas soulignée sous ce versant-là, consistant à ce que
l'autorité publique entre pour protéger de plus en plus dans l'espace privé. Lorsque la loi de 41 interdit aux parents d'envoyer leurs enfants à 5 ans à l'usine, on entre dans l'espace privé. C'est ça qui se produit et qui est extrêmement intéressant intellectuellement. Et c'est ce qui se produit avec la ceinture de sécurité qui finit par être acceptée d'ailleurs. Donc on peut très bien imaginer que ce qui est considéré comme totalement intrusif à l'égard de l'autonomie personnelle ne le soit plus dans X temps. Mais je ne serai peut-être pas là pour le voir. Le deuxième exemple que je veux donner, c'est celui, et j'en terminerai là, c'est celui d'une difficulté face à laquelle la complication progressive de la responsabilité publique rend difficile cette application de la responsabilité publique. Je m'explique. Ce sera mon dernier point où j'insisterai un petit peu sur la question publique, si vous voulez. Je m'explique. L'apparition de la sécurité sociale, 45, donc du XXe siècle. C'est la chose suivante. Je vais vous le lire parce que c'est très important. C'est le fait que, je vais vous lire le texte après parce qu'il est parlant, c'est le fait que les individus paient chacun, contribuent chacun à créer une possibilité de financement colossale, possibilité de financement qui va ensuite intervenir pour X ou Y et faire en sorte que sa maladie ne vienne pas perturber son équilibre financier. Je vous lis la phrase tirée du texte de la création de la sécurité sociale, vous allez comprendre tout de suite l'intérêt, mais au bout du compte, la difficulté que cela peut représenter et le problème philosophique que ça peut poser. Envisagé sous cet angle, la sécurité sociale appelle l'aménagement d'une vaste organisation d'entraide obligatoire, qui ne peut atteindre sa pleine efficacité que si elle présente un caractère de très grande généralité, à la fois quant aux personnes qu'elle englobe et quant aux risques qu'elle couvre, tous les risques bien sûr. Le but final à atteindre est la réalisation d'un plan qui couvre l'ensemble de la population d'un pays, vous voyez, de l'État hygiéniste, contre l'ensemble des facteurs d'insécurité. Un tel résultat ne s'obtiendra qu'au prix de longues années d'efforts persévérants, mais ce qui est possible de faire aujourd'hui, c'est d'organiser le cadre dans lequel se réalisera progressivement ce plan. Et il y a un mot que je suis en train de chercher dans mon texte et que j'ai oublié, voilà, qui est fondamental. Cette initiative nous permettra, dit le texte, je cite, d'atteindre des jours heureux. Quand même fondamental. Bon. La sécurité sociale, restons un instant là-dessus. Elle permet d'engranger des financements considérables. Très bien. Mais si les dépenses de santé elles-mêmes croissent, alors pourquoi? Parce que les individus sont de plus en plus attentifs à eux-mêmes. Parce que le fait d'engager des thérapies coûte de plus en plus. Parce que les types de maladies qui sont prises en compte se diversifient de plus en plus. Donc ce à quoi nos sociétés sont confrontées, c'est la question suivante. Welfare state, c'est-à-dire un État qui aide sans difficulté sa population, mais l'aide devient insuffisante parce que les problèmes ont tellement cru, se sont tellement diversifiés, se sont tellement approfondis qu'il faut aboutir à quoi? Soit à faire croître de façon considérable les cotisations, ce qui entraîne bien entendu des difficultés financières qui ne sera pas accepté, soit choisir les maladies que l'on protégera et celles que l'on ne protégera pas. On voit ça sous une forme très différente avec le Covid récemment, où certains établissements ont dû choisir des malades par rapport à d'autres. Pour des raisons plus compliquées et différentes, sont liées à l'âge, etc. Mais la question devient celle du choix, vous voyez. Et ça aboutit à quoi? Ça aboutit, on en parlait avec M. Vinci, au problème individuel, conflit des libertés. Ma liberté prime sur les autres, évidemment à tort. Et au problème collectif, conflit des solidarités. Je ne peux pas être solidaire, surtout, je suis obligé de choisir. Ce qui est terrible philosophiquement.
et qui en même temps pose un problème, à mon avis, central concernant la sécurité sociale. Alors c'est vrai que 1000 plans ont été envisagés, moi j'ai suivi l'affaire de près, relativement près, 1000 plans ont été envisagés, 1000 possibilités ont été envisagées pour essayer de combler le fameux trou de la sécurité sociale, trouver des solutions, mais ça reste extrêmement difficile, puisque nous sommes des États où les individus sont de plus en plus exigeants, à juste titre, concernant la santé, et où les potentialités collectives, elles, ne peuvent pas atteindre des sommets tous azimuts. Donc ça, c'est une question centrale. Voilà, en gros, ce que je voulais vous dire, c'était, au fond, pour me résumer, si vous voulez. Pour me résumer, je dirais, travailler sur la santé en histoire montre que cette notion, c'est à la fois progressivement complexifié et progressivement approfondi, montre que cette notion, c'est toujours accompagné de réflexions sur le sens, sur la sagesse, sur la morale, des initiatives collectives, mais montre, troisièmement, enfin, qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à ce que j'appellerais des amorces de contradictions qui sont extrêmement difficiles à surmonter et qui, possiblement, deviendront de plus en plus les questions auxquelles nous sommes indiscutablement confrontés. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à écouter vos questions.